Il parlait pas. T'es resté combien de temps en rééducation? Ah non, mais moi j'ai rien eu le soir de l'accident. Non, celle qui m'a sauvé la vie, elle est psychiatre. J'ai envie de m'interroger sur le rêve américain. Welcome to California! L'endroit parfait pour réaliser ses rêves. On voit des choses qu'on voit nulle part ailleurs. Enfin, presque. Les tarentules, les scorpions. Bah tu me vends du rêve là. Ah quel paysage, c'est grandiose! Échappée belle, Californie, le rêve américain. Demain à 21h sur France 5 et dès 6h du matin sur la plateforme France.tv. Ce soir, Ozar etc. dénonce le phénomène de la domesticité en France, de la Belle Époque à la Seconde Guerre mondiale, à travers l'histoire de Félicité. Félicité n'est encore qu'une enfant quand elle quitte sa famille pour devenir fille de ferme. À la campagne comme en ville, la France comptera jusqu'à 1 million de domestiques, autant d'invisibles que l'on ne considère pas. Exploités, violés, dénigrés, les bonnes à tout faire n'ont que la solitude pour repli, et face à la domination bourgeoise et masculine, leur quête de liberté est vitale. Tout de suite, Journal d'une bonne, l'histoire de Félicité Lavergne, un documentaire de Valérie Mance. Le XXe siècle s'ouvre dans un climat d'euphorie et d'insouciance. La bourgeoisie triomphe dans une France toute puissante. Pourtant, dans cette belle époque, tant idéalisée, les inégalités explosent et les rapports de domination sont assumés. En 1900, on compte 1 million de domestiques sur 15 millions d'actifs. Un chiffre qui ne sera plus jamais atteint. Toutes les classes sociales, excepté les ouvriers, emploient des domestiques. Le cinéma a façonné notre imaginaire collectif. Stéréotypés et interchangeables, ce sont des pantins dociles et sans âme dont on ignore l'histoire. Dans les films amateurs, ces invisibles, pourtant indispensables à la vie des foyers, ne sont qu'un élément du décor. 90% sont des femmes. Quelques rares portraits d'elles existent, de mauvaise qualité, comme s'il fallait les effacer de notre mémoire collective. Leur village natal les a depuis longtemps oubliées. Elles partent pour un exil dont elles ne reviendront jamais. Les maîtres leur ôteront tout, même leur identité. Dans l'indifférence générale, elles affrontent l'oppression, l'enfermement, la solitude, la déshumanisation, comme des esclaves. Quelques-unes d'entre elles ont écrit leur journal pour témoigner de leur enfer, mais aussi de leur rêve de liberté. Cette histoire commence en Auvergne en 1886. Construite sur une coulée de lave, la ferme de Félicité est perdue parmi les volcans et les forêts. Je suis née le jour de Noël. J'appartenais à une famille chargée d'enfants. 11. Nous devions être placés dans les fermes du voisinage pour soulager nos parents. Félicité a grandi. Le jour de la Saint-Jean, au marché, elle fait partie d'une louée de servantes. Les maîtres les palpent, les interrogent. Félicité enrage. Personne ne l'a choisie. Un soir de décembre, mon père nous dit
Je reviens d'une ferme à Saulzay où j'ai tué un cochon. Ces gens demandent notre fille comme bonne. 5 francs le premier mois, 10 francs ensuite. Maman pâlit. Je reconnus là qu'elle m'aimait malgré tout. Ma grand-mère me dit, c'est notre lot à nous autres de partir comme ça. Tu n'es guère forte, faut s'y résigner, va. En me retournant, j'aperçus le visage de maman trempé de larmes. Je retenais les miennes, surprise qu'elle ressentit tant de chagrin de mon départ. Nous sommes en 1900. Félicité, à 14 ans, n'a jamais quitté son village. Elle part pour Saulzay-le-Froid, à 15 km. Elle promet à ses parents de leur écrire et de leur envoyer ses gages. Sa mère lui confie son bien le plus précieux, son châle. Félicité devient fille de ferme. Première levée, dernière couchée, elle travaille 15 à 17 heures par jour. Elle obéit aux paysans. Elle a peur d'être renvoyée. Je ressassais les humiliations. Apprenez que chez nous, en Auvergne, on appelle les bonnes des souillons et le réduit où elles lavent la vaisselle une souillarde. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Je m'endormais trempée de pleurs avec un vieux chapelet pour éloigner le mauvais sort. À la fin de la semaine, le fermier ne lui donne pas un sou. Nourri et logé, il considère ne rien lui devoir. Félicité ne peut pas écrire à ses parents ni envoyer ses gages comme promis. Le dimanche, mon réveil était plus matinal afin d'entendre la messe basse de 6 heures, la messe des pauvres. Je repensais à mon esclavage, sûr que tant de tracasseries patiemment endurées me feraient gagner le paradis. Le curé nous disait « Vous êtes malheureux sur cette terre. Vous devez beaucoup travailler, mais vous serez récompensés dans l'autre monde. » Pourtant, le bonheur dans l'autre monde, il le promettait aussi aux riches. Si je devenais savante, je pourrais espérer échapper enfin à la servitude. Félicité est allée à l'école communale. Aussi, elle s'exerce à lire et à écrire. Mais elle souffre de sa solitude et de son enfermement. Alors un jour, elle décide de s'enfuir. Je me mis en route. Je courais le cœur battant. Au loin, un bois. Un silence terrible. Il me semblait que j'étais seule au monde. La nuit s'étendait. Et les arbres prenaient à mes yeux des aspects menaçants. Une nuit éclairée par une lune qui me paraissait démesurément grande. Je fus prise d'une terreur impossible à décrire. À l'aube, Félicité est retrouvée à l'orée du bois. Depuis 3 ans qu'elle est fille de ferme, son seul refuge, c'est la messe du dimanche. Lorsque le fermier la lui interdit car il y a trop de travail avec la moisson, Félicité fulmine.
Au marché, elle observe des jeunes femmes qui lui sourient. Elle s'approche d'elles pour leur offrir ses services. Quelle audace, cette fille! Une femme d'un certain âge la dévisage. Félicité la supplie. Elle fera tout ce qu'elle voudra, même un long voyage. Sa future patronne acquiesce. Elle vit à 40 km d'ici. « 1903. Félicité a 17 ans lorsqu'elle arrive à Fontanas, aux abords de Clermont-Ferrand. Monsieur se moqua de moi parce que je n'avais pas de malle pour mettre mes affaires. J'étais sans effet et sans linge. J'avais honte et je craignais que l'on ne m'acceptât pas. Elle a perdu son foyer, sa langue, les paysages de son enfance. Alors, elle est prête à tout pour s'intégrer dans la famille et accepter les codes petits bourgeois. En servant, à table, elle entend « Sais-tu comment on appelle les belles filles de Guérande qui servent de bonnes? Des culs salés. » Madame s'enorgueillit d'un intérieur meublé et confortable où leur bonne à tout faire a seulement le droit de travailler. Quant à ma chambre, c'était une espèce de cabanon sans fenêtre. Jamais de soleil. Les murs suintaient l'humidité et la crasse. Devant la porte coulait à découvert le caniveau des eaux ménagères. Dans ma cellule, nue comme celle d'une carmélite, j'avais pourtant une douceur. Le châle de maman accroché au mur. Contrairement aux autres membres de la famille, Félicité n'a droit à aucun divertissement ni temps libre. Elle allume le poêle, prépare les repas, brosse les habits, nettoie la chambre des maîtres, porte les brocs d'eau. Je ne risquais pas de moisir au lit. Debout dès 5 heures. J'avais de l'ouvrage au-dessus de mes forces. Dans cette place, c'était la tristesse. Je passais mes journées à mon travail entre ma cuisine qui ressemblait à un tombeau et ma chambre qui était un vrai cachot. Les patrons ne se donnaient aucune distraction de peur de dépenser de l'argent. Tout était enfermé, compté. Monsieur pesait les légumes avec autant de soin que de la pharmacie. Madame me disait « Finissez ce poulet, il sent mauvais ». Tous les samedis, je prenais un morceau de viande du chien, sultan, en choisissant le plus frais. Pauvre bête. Les petits bourgeois sont féroces avec leur bonne à tout faire, premier signe de leur réussite sociale. Depuis qu'ils appartiennent à la classe de ceux qui ordonnent et non de ceux qui obéissent, humilier Félicité légitime leur pouvoir. Payée 10 francs par mois, elle a à peine de quoi se vêtir. Elle ne peut envoyer ses gages à sa mère, mais lui écrire. Quand il n'y a pas d'amour du tout, la vie est très dure. Elle est loin d'imaginer la façon dont monsieur va profiter de sa fragilité et de son isolement. Il la viole, plusieurs années de suite. Les saisons passent, c'est l'été. Félicité a 20 ans. Pour le 14 juillet, il fallait faire le grand nettoyage.
j'avais tendu de nombreuses cordes pour une aussi grande quantité de linge. Une corde cassa. Voilà tout le linge qui tombe et se salit. Lorsque madame s'aperçut de mon malheur, elle me traita d'imbécile. Tout joyeux, ils partirent. On me laissa seule à la maison et on m'enferma. Je fus prise d'une grande frayeur. Je me réfugiai dans les cabinets d'aisance. J'entendais les fusées, les feux d'artifice. C'est tout ce que j'ai vu de ce 14 juillet 1904. Il gelait fortement. Mes extrémités enflaient. Monsieur m'avait interdit de toucher à l'eau chaude dans la cuisine. Dans ma chambrette, la cuvette pleine d'une glace incassable rendait difficile mes ablutions. Une quinzaine de plaies saignaient chaque fois que je me heurtais. Mes pieds, atteints eux aussi, me portaient je ne sais comment. Je dormais avec mes bas collés sur les écorchures. Le médecin déclara que si j'avais travaillé une semaine de plus, je serais devenue infirme. Alors qu'elle travaille chez ses maîtres depuis 7 ans, Félicité, enceinte de monsieur, est renvoyée sur le champ. À la rue, elle entend dire qu'à Clermont-Ferrand, une usine de pièces détachées embauche à tour de bras. Le prêtre l'a mise en garde contre l'immoralité des villes, ces lieux de perdition. Mais pour rien au monde, elle ne veut rester bonne. En 1910, les domestiques sont toujours exclus de toute protection sociale. Ils ne peuvent contester leur gage ni leur renvoi, ne touchent aucune indemnité et ne bénéficient pas de la loi imposant une journée de repos par semaine. La domesticité touchant au sacré de la famille, la vie privée, ne regarde pas l'État. Félicité découvre la vie urbaine avec stupeur. La France de la Belle Époque est en plein bouleversement. L'expansion industrielle, la foi dans le progrès et dans les sciences insufflent énergie, optimisme, inventivité. Les villes incarnent la modernité. Les Français découvrent l'automobile, la radio, le cinéma, l'art de voler. À 24 ans, Félicité, pourtant fatiguée par sa grossesse, caresse l'espoir d'une nouvelle vie. Elle est fière de toucher un salaire, pourtant inférieur de 50% à celui des hommes. Lorsque la première quinzaine écoulée, je reçus ma première paie de 6 francs, je la serrai dans ma main de peur de la perdre. À la fabrique, on servait la soupe le matin et le soir. Mais quelle soupe! Les lits étaient faits de 4 planches clouées ensemble, un sac de copeaux comme matelas, des draps presque jamais lavés. L'enfer de l'usine la rebute. L'humidité, la chaleur, la poussière causent de nombreuses maladies, cécité, intoxication, phtisie, scoliose. Il n'y a aucune solidarité de classe. Les ouvriers haïssent les domestiques, ces larbins trop proches des possédants. Félicité est hospitalisée. Elle a fait une fausse couche, épuisée par le travail en atelier. Pour tout réconfort, elle reçoit une lettre de sa mère à qui elle n'a pas envoyé d'argent. Tu es une fille sans cœur. Tout ce que j'avais de dignité et de conscience se révoltait en moi. Oui, c'est bien cela, c'est écrit. Je suis une fille sans cœur. Alors Félicité décide de fuir. N'importe où. Elle se précipite à la gare. Ce sera un billet pour Lyon. Je ne voulais pas tomber comme beaucoup. Je ne voulais pas qu'un jour on puisse dire « elle n'a pas eu de courage ». Elle pénètre dans un monde nouveau et oppressant où règne la froideur et la démesure.
Félicité ne sait pas où aller. Personne ne l'attend. Elle erre dans les rues, consulte les petites annonces. La mort dans l'âme, elle se rend à un bureau de placement. Une employée me fit subir un sérieux interrogatoire sur ma santé, ma religion, mon honnêteté. Quand on a accepté de servir chez les autres, on ne s'appartient plus, conclut-elle avec un délicieux sourire. Elle est engagée à 26 ans dans une famille prospère de soyeux lyonnais installés dans le Beaujolais. À la belle époque, la mode épouse des lignes souples. Les femmes apprécient la finesse des soieries et la créativité de leurs motifs. Félicité, au départ intimidée par cette bourgeoisie catholique, apprend vite ses mœurs et ses usages. Madame était capricieuse, exigeante et dure, les enfants gâtés et autoritaires. Femme du monde, spirituelle et gracieuse devant ses invités, seule ou avec les siens, ennuyée et nerveuse par suite d'oisiveté. Seul monsieur me semblait supportable, malgré son avarice et son égoïsme de bourgeois. Il était encore bel homme, avec ses yeux doux et sa moustache magnifique. Cependant, sa femme refusait de coucher avec lui. Madame est obsédée par la rentabilité et la polyvalence de ses domestiques. Félicité s'astreint à la discipline et à la régularité. Laver, frotter, astiquer, rincer, huiler, cirer. Recommencer. Monsieur est revenu aujourd'hui particulièrement de bonne humeur de ses emplettes. Il a fait l'acquisition de timbres de sonnerie pour ne plus avoir à communiquer avec les domestiques. À chaque timbre correspond un ordre: apporter, débarrasser, servir. Ses jours, ses mois, ses années sont identiques et quadrillés. Ses instincts sont dictés par un ordre mécanique. Toujours silencieuse, la taille droite et les gestes mesurés. Félicité est cette femme en bois fonctionnant d'une manière automatique. Elle a quelque chose d'une rigidité monacale. Le corps des bonnes doit disparaître. Elle porte jupons, ceinture, col, manchette qui handicapent leurs mouvements. Servir signifie renier son corps, le louer, renoncer à son rythme intérieur, à ses besoins et à ses désirs. Je décidai d'écrire un journal. Mes misères devaient s'extérioriser. J'essaierai d'entreprendre la défense des serviteurs. J'y trouverai peut-être un exutoire. Le personnel comptait aussi une cuisinière, Louise. Servile, lente et sale, elle n'était pas facile, mais je ne me laissais pas faire. Félicité et Louise n'ont aucune intimité. À cette époque, 90% des domestiques n'ont pas d'enfants. Elles ne peuvent recevoir personne, n'ont le droit ni de lire ni d'écrire, ni d'allumer une bougie. Les maîtres les réveillent la nuit. La nourrice, Jeanne, a un traitement de faveur. On respecte son sommeil. De sa santé dépend celle des enfants. Il va arriver quelque chose, nous annonça Jeanne. Je viens de voir un grand papillon noir et 7 pies qui sautillent. Ça confirme les malheurs écrits dans les étoiles. Je l'ai vu hier soir, c'est la guerre. Le lendemain, les yeux fiers, elle m'apprit que l'Autriche déclarait la guerre à la Serbie. J'ai demandé si on pouvait lire les journaux. Madame dit qu'à la cuisine, on a les mains sales. Les journaux, ça sert à mettre dans les armoires et à faire du papier de cabinet pour les domestiques.
Quelques jours plus tard, ce fut la mobilisation générale. On se précipita au village. Sans vergogne, les maîtres parlaient de faire tous les sacrifices possibles pour maintenir embusqué le jeune frère de madame, un peu benet, fragile et soigné comme une fille. En entendant ces égoïstes, je songeais à mes frères et mes cousins bientôt portés disparus. Après le coucher du soleil, le ciel devint tout rouge. Tous les habitants du pays étaient rassemblés pour contempler ce phénomène étrange. Ils disaient « C'est le sang des soldats tués à la guerre qui se reflète dans le ciel ». Madame prétendait qu'en temps de guerre, on ne payait pas les domestiques. Ceux-ci ne devaient-ils pas s'estimer heureux d'être logés et nourris? Elle m'offrait généreusement 2 jours de congé par an. Mais ce dont j'avais besoin, c'était de quoi acheter des timbres et du papier pour écrire à ma famille. Sans argent, je perdis tout contact. On nous enferma. On n'avait pas la permission de sortir. On ne devait pas aller au village. Quant au jardin, il n'était pas pour nous. Un jour que j'avais accroché une fleur à ma blouse, « Ce muguet ne vous appartient pas », me reprocha madame avec dureté. « Les fleurs ne sont pas faites pour les domestiques. » Je retourne à ma cuisine, j'y retrouve mes gants et l'odeur de mes dents. Vous avez vos fleurs, j'ai mon évier. Novembre 1918, l'armistice est signé. Félicité a 32 ans. Elle a servi 6 ans dans cette famille. Ma pauvre Félicité, préparez-vous à une mauvaise nouvelle. Les vivres sont encore trop chers. Il va falloir nous quitter. Madame me recommanda auprès d'un cousin à Paris qui vivait près de l'opéra. D'ambitieuses pensées germèrent en moi. Bien des gens arrivés à Paris en sabots y sont devenus quelqu'un avec de la chance. Rien n'est impossible. L'arrivée à Paris est violente. La circulation, le bruit, la foule, le rythme déjà frénétique. Félicité entre au service d'une famille de banquiers. Je désirais servir de vrai bourgeois pour apprendre et me trouver en contact avec d'autres gens de maison, car j'étais encore très campagnarde, naïve et sans expérience sur la manière de tenir une maison. J'ai tout de suite mis ma robe noire. C'était comme ça qu'on commençait son travail. On vous mettait dans votre chambre, on vous disait « mettez votre robe noire ». Pour la première fois de sa vie, Félicité se maquille. Sa coiffure, ses ongles doivent être soignés, ses gestes délicats. Mon premier choc, c'est que personne ne m'a touché la main. Personne ne m'a dit « Bonjour mademoiselle, vous avez fait bon voyage ?» Rien. Ni monsieur ni madame, rien du tout. On m'a tout de suite mise à mon travail. Madeleine, la cuisinière, m'a expliqué ce que j'avais à faire. Alors j'ai pris le plateau. Je suis allée au salon et j'ai dit « Bonsoir messieurs, dames ». Ils se sont tous regardés, stupéfaits. Il y a eu un moment de silence. Enfin, ils ont dit « Bonsoir, mademoiselle ». Madeleine m'a dit « Ici, on ne salue pas les bonnes. On ne se dit jamais ni bonjour, ni bonsoir, pas même le jour de Noël ou le jour du Nouvel An. Rien. Jamais. » Les employés étaient convenablement nourris, mais ils n'avaient pas droit aux fruits.
Il fallait les manger en cachette. Il y avait plein de pommes qu'on laissait pourrir, mais on ne nous en donnait pas. Autrefois, les bonnes n'avaient droit ni au beurre ni à la confiture. Ça a changé à la guerre de 14, quand il y a eu des coupons de sucre prévus pour tout le monde. 2 années après son arrivée, Félicité est promue femme de chambre. Elle doit s'occuper de la chambre à coucher des maîtres, faire les lits, allumer les feux. Elle entretient avec madame un rapport exclusif. Elle est sa propriété, mais aussi son prolongement. On travaillait beaucoup, un peu comme des esclaves bien traités. Il fallait attendre que madame veuille bien se coucher. Je l'aidais à enlever sa robe. Il fallait lui mettre la pâte dentifrice sur la brosse à dents. Quand elle se lavait les mains, on devait se mettre à côté d'elle, tenir le linge de toilette. Puis elle me disait très gentiment « Bonne nuit ». Le cérémonial était terminé. Madame n'était malheureusement pas une femme du monde, soucieuse de son apparence et amoureuse de son corps. Celle que je servais était très différente. Neurasthénique et hypocondriaque, elle croyait mourir à chaque seconde. Elle était obsédée à l'idée que je meure avant elle. Elle ne cessait de me répéter que je n'en avais pas le droit. Madame ayant quitté Paris, on me demanda de m'occuper de son fils, de retour d'un voyage d'affaires. Un homme vêtu d'un élégant costume apparut en pleine lumière, plus beau qu'un prince de conte de fées. J'eus l'impression de recevoir une forte décharge électrique et d'être réduite en cendres. À cet instant, j'aurais donné plusieurs années de ma vie pour que M. Albert m'adresse la parole, mais hélas, j'étais la bonne. En faisant sa chambre, je palpais avec délice ses cheveux fins qui adhéraient au peigne d'écaille. Je les suçais avidement. Puis, honteuse de ma folie, je les jetais en songeant que tous les matins je pourrais recommencer. Il m'était cependant douloureux de l'imaginer faire la cour à ces dames. Je bénissais mon métier qui me permettait de servir M. Albert. Il me narra les amours tragiques d'Orphée et Eurydice et conclut ainsi « Félicité, si vous veniez à mourir, ce n'est pas aux enfers que j'irai vous chercher, mais au paradis. » Un matin, M. Albert se présenta devant moi, vêtu seulement d'une serviette. Je m'abandonnais. Quand je le revis, il m'offrit 20 francs. Je les refusai, en me disant qu'il imaginerait que nous serions quittes ainsi. Un jour, madame me pria de me rendre auprès d'elle et me dit « Félicité, mon petit, il faut vous desserrer, vous faites mal à ce bébé. » Surprise et confondue, à cette seconde, je pris conscience que j'étais enceinte. 5 mois plus tard, madame me fit entrer à l'hôpital où eut lieu la naissance de Joséphine. Monsieur Albert ne reconnaît pas l'enfant. À Paris, la moitié des filles mères sont des bonnes. Félicité conduit sa fille en nourrice en Normandie, pour ensuite retrouver la mort dans l'âme, Paris, et sa chambre au 6e étage. Dans les grandes villes, les domestiques vivent au-dessus des maîtres, dans des conditions misérables, exposés aux microbes, à la syphilis, à la tuberculose. La société, pourtant obsédée par l'hygiénisme, se préoccupe peu des conditions de vie des 700 000 domestiques que compte désormais la France. À la répartition géographique correspond une répartition morale. Le 6e étage est celui de la relégation, donc de la dépravation. Nous sommes en 1925 au cœur des années folles. Les banquiers sortent, à l'opéra, au Moulin Rouge. Les fusions artistiques, le jazz, le charleston, les revues sont là pour faire oublier l'horreur de la guerre. Quand les maîtres ne vont pas au théâtre, ils donnent leur place à leurs domestiques.
À ce moment-là, il fallait s'habiller pour aller au théâtre. Je n'avais que ma robe de service. Et c'est qu'on nous l'a dit au théâtre, on était mal habillés. Ce regard condescendant des gens qui nous croyaient inférieurs, ça je ne l'oublie pas. C'était de trop bonnes places. Elle aurait dû nous le dire, madame, qu'il fallait donner des gros pourboires. Alors on a dit à madame qu'on ne pouvait plus accepter ses billets. Il y avait une autre raison. Quand on rentrait, on était obligé de passer par l'escalier de service. Il y avait des tas de rats. C'était épouvantable. Adèle, une petite Bretonne ignorante, accouchait dans la terreur, avec l'angoisse de salir son lit ou d'être entendue. Je l'emmenai en urgence à l'hôpital. Dans l'entre-deux-guerres, les abandons d'enfants sont courants. Plus rares les infanticides, dénoncés par les maîtres ou les concierges. Presque la moitié des femmes qui avortent sont condamnées pour crime. Adèle est renvoyée. Sa voisine de lit lui a conseillé un bureau de placement, en réalité une agence de prostitution, et lui confie « Quand on est servant, nous n'avons rien que notre corps. Quand on est belle-fille, faut vivre de ça ou bien souffrir de misère toute sa vie. » Les bonnes qui ont des enfants en nourrice sont souvent obligées de se prostituer pour payer la pension. À Paris, 40% des prostituées sont aussi des bonnes. Quelques mois plus tard, j'apprenais le suicide de la petite Adèle. Je traçais plusieurs fois son nom dans mon journal pour ne pas oublier. Chaque moment passé à écrire signifiait conquérir un peu de liberté. Félicité, au service des banquiers depuis 5 ans, rend visite une fois par mois à Joséphine, chez sa nourrice. Je la voyais si peu déjà. C'est moi qui étais sa mère pourtant. Et c'est une autre qui avait déjà tout son amour. Enfin, ce sera ainsi jusqu'à mon dernier jour. La solitude, ce n'est pas vivre seul, mais vivre chez des gens qui ne s'intéressent pas à vous, pour qui vous comptez moins qu'un chien. Alors, Félicité va voir les filles du 6e. Sidonie m'offrait souvent des gâteaux, gentillesse qui me réchauffait l'âme. Elle nous racontait qu'au moment de l'engager, monsieur lui avait dit « Comment vous appelez-vous » ? « Sidonie. »« Ici, on vous appellera Bobonne. C'est la coutume dans notre famille. » Dans le cabinet de monsieur, il n'y avait que des livres, partout des livres. Les maîtres recevaient aussi quantité de journaux et de revues qu'ils nous passaient. J'achetais alors d'occasion un dictionnaire Larousse et j'étudiais chaque soir jusqu'à minuit. Comment comprendre le monde dans lequel je vivais puisque je n'y avais pas accès ? Madeleine, la cuisinière, me parlait beaucoup de politique. Elle était abonnée au Cahier des droits de l'homme. Les patrons avaient eu une discussion pour savoir si on pouvait garder une cuisinière qui avait des lectures aussi subversives. La première chose qu'elle faisait le matin, elle allait prendre le journal, et tandis que les patrons dormaient encore, elle lisait vite l'article de fond, comme elle disait. Elle revenait à la cuisine, en colère généralement.
À la fin des années 20, les gens de maison n'ont toujours pas de repos hebdomadaire. Ils ne peuvent être ni jurés ni conseillers municipaux. La révolte collective, la grève, ne les mobilise pas et leurs syndicats ont peu de succès. La répression en matière de vol est plus sévère si le coupable est un domestique. Madeleine dit à Félicité que si elles n'ont aucun droit, elles peuvent résister autrement. Au marché, les cuisinières gonflent les prix, c'est l'anse du panier. Elles obtiennent des fournisseurs une ristourne pour leur fidélité, le sou du franc. Un matin, Madeleine me dit « J'ai fait 6 sous de rabiot sur les haricots verts pour nous payer du fromage à la crème. Je t'en offre un. » Parfois, la nuit, le majordome nous entraînait à la cave. On s'inquiétait de savoir ce qui restait dans les bouteilles. Et puis un jour, Félicité ose demander une augmentation. Ma patronne a été scandalisée. Elle ne pouvait pas me payer cette somme. J'espérais tant obtenir 40 francs. Les prix avaient monté depuis que les usines avaient ouvert leurs portes aux femmes. Je ne vous retiens pas. Je n'aime pas les bonnes intelligentes, souvenez-vous de ça. J'écris ce journal pour toi, Joséphine, afin que tu connaisses mon histoire et celle des filles de ma condition. Je souhaite qu'il devienne un lieu de mémoire. Je pense et je repense à mon enfance et à ma jeunesse. C'est dur de revenir en arrière, de se raconter. Je suis littéralement vidée. Il me semble que la moitié passe au travers, une vraie boue que je ne cesse encore et toujours de remuer. Alors, pour fuir sa douleur, Félicité s'invente une autre vie. C'est au bal qu'un homme pourrait oublier le mieux qui je suis, ou s'il l'apprenait, il pourrait en être moins repoussé qu'ailleurs. Lorsque je danse, rien de ma condition ne paraît. Je deviens comme tout le monde. Moi-même, j'oublie qui je suis. Le dimanche, les distractions cassaient la monotonie de notre vie quotidienne. Les domestiques sortaient histoire de s'aérer, de se griser et peut-être aussi de rêver, eux qui n'avaient personne à qui penser. Mais moi, j'avais Joséphine. Je lui ai offert aujourd'hui le châle de maman. Il y avait d'incessantes allées et venues entre la cuisine, l'office et la salle à manger. Un tourbillon. La crème de chicorée, le consommé aux perles du Japon préludait au turbo bordelais, au bar, au mulet sauce au cèpe, sur lesquels s'enchaînaient la poitrine de bœuf à la chouvaloff, les aspics de bécasse à la mancelle, les faisans à l'alsacienne que venaient nuancer les artichauts à la Colbert. Et tout naturellement, ces dîners s'achevaient sur le diplomate à la russe, les poires à la royale, les glaces aux liqueurs. Énumérer les plats qui défilaient à sa table, cela revenait à citer tous ses domestiques ou à faire le compte de ses propriétés ou de ses biens. De leur côté, les domestiques ne possèdent rien. Le seul privilège des hommes qu'ils partagent avec leur maître consiste à disposer du corps de la servante en toute impunité. Cette nuit-là, Félicité rêve de s'enfuir pour retrouver sa fille. Mais elle tourne en rond prisonnière du marécage. La crise de 1929 est un véritable cataclysme. Les banquiers perdent leur fortune à la bourse. Monsieur se suicide. Félicité est congédiée après 11 années de service, sans aucune indemnité. Je ne réclame la pitié de personne.
Je me suis toujours débattue toute seule. C'était mon destin. Chacun a le sien. Je pense que nous sommes marqués à notre naissance et qu'il faut l'assumer. Elle a néanmoins réussi à obtenir une lettre de recommandation. Elle est engagée dans une magnifique propriété de Saint-Germain-en-Laye. C'était une grande demeure avec 30 pièces. Je crois que de ma vie, je n'avais jamais rien vu de si beau. À 43 ans, Félicité découvre des aristocrates excentriques, passionnés d'aviation. 3 générations vivent sous le même toit. Madame était une artiste et monsieur archéologue. Il recevait tout le temps et appréciait les jeux. Madame adorait son frère qui était un grand chasseur et parfois l'accompagnait. Je voyais tout le temps des personnes différentes, je me perdais un peu. Mais je crois que leur gaieté et leur insouciance me rendaient un peu plus libre. Et la gentillesse de Michel me bouleversait. Une dizaine de domestiques travaillent au château sous la férule du majordome. Jardiniers, valets de chambre, nourrices, bonnes d'enfants, femmes de chambre, gouvernantes. On explique à Félicité l'écurie, les cuisines, l'office. Et la règle absolue, être invisible. Félicité cherche sa place au sein de cette société qui reproduit le corps social. Le portier et le chauffeur, lorsqu'ils avaient un peu bu, déversaient leur haine sur leur maître tout en épousant leurs idées politiques. Quand le chef cuisinier achetait un gigot ou un rôti, il en commandait pour tout le monde. Par contre, si le menu comportait de la bécasse ou des tournes d'eau, les domestiques n'y avaient pas droit, à l'exception du chef cuisinier et du maître d'hôtel. Autour de la table se trouvait réunie l'assemblée des domestiques. Narcisse, Ovide, Olympe, Virgile, bref, toute la mythologie antique, l'époque romaine ressuscitée. Nous sommes au milieu des années 30. Les aristocrates vivent hors du temps, loin du fracas du monde et de la montée des extrémismes. Le chef-d'œuvre fut sans conteste la fête qu'ils offrirent pour leurs 25 ans de mariage. Un grand bal auquel le marquis avait convié tous les domestiques. Le duc de Chartres, en galant homme, n'avait pas hésité à inviter Léonie, le marquis Lélingère. Certains domestiques s'étaient montrés déroutés par l'invitation qui bouleversait les coutumes. Ils avaient beau être les premiers à se targuer de liens privilégiés avec les maîtres, les usages voulaient que chacun reste à sa place. Ils craignaient de détonner au sein de ce beau monde. Félicité écoute des confidences qu'elle note dans son journal. Les domestiques n'appartiennent pas à l'humanité. Ils sont une exhalaison qui traîne dans nos chambres, qui nous entre par la bouche, qui nous corrompt. Vous êtes nos miroirs déformants, notre soupape, notre honte, notre lit. Ma Joséphine, tu es devenue une belle jeune fille. Tu as les yeux bleus de ton père et tu as dépassé l'âge que j'avais lorsque j'ai été arrachée à ma famille. Je n'ai pas vu le temps passer. Je voudrais tant que tu sois heureuse. Aujourd'hui, j'ai eu 50 ans. Au service de mes maîtres depuis 7 ans, j'ai passé une journée ordinaire. Je me suis occupée des enfants. J'ai commencé à 6 heures du matin pour finir à 22 heures. Bain, jeux, repas, blanchisserie, couture, repassage. Je voudrais te parler encore de Michel, l'aîné des enfants.
Dimanche, c'était sa communion. Une agréable affection s'était établie entre les enfants et moi. Je leur chantais des chansons et, sauf quelques espiègleries, tout allait bien. Mais après de nombreux mois de souffrance, Michel est mort de la tuberculose. Les femmes ne sont pas allées à l'enterrement, on estimait que ce n'était pas leur place. On n'avait pas à étaler son chagrin. Mais tous les domestiques ont suivi le convoi à pied. Ma fille, je suis si fière de toi. J'espère que tu aimes toujours apprendre. Je ne savais pas que tu peignais. Tes professeurs apprécient-ils ta peinture autant que moi? J'ai pu enfin aller te rendre visite au pensionnat en Normandie. Une fois par trimestre, c'est si peu. J'ai rêvé l'autre nuit que nous vivions ensemble. Pour toi, je serais toujours en faute, alors que tu me manquais à chaque seconde. La vie à l'envers à toutes deux. Les aristocrates ne peuvent plus ignorer l'imminence de la guerre. Ils partent chez des cousins dans l'arrière-pays niçois. Pour Félicité, c'est un arrachement. 1000 kilomètres la sépareront de Joséphine. Mon cerveau, gonflé de pensées si tristes, heurtait ma boîte crânienne et j'en souffrais beaucoup. Un après-midi, alors que mes veines charriaient du sang brûlant, je me dévêtis complètement. J'étais folle. Félicité découvre éblouie les paysages de Provence, la Côte d'Azur. Très bien accueillie au sein de cette famille si nombreuse et si vivante, elle est fascinée par leur joie de vivre. Elle flotte dans ce lieu qui respire le bonheur, l'harmonie, la beauté. Nos patrons avaient une grande confiance en nous. Rien n'était sous clé, même pas l'argent. On faisait des promenades. Quel luxe, quelle vie. Le temps ne nous durait pas. La nuit, c'était autre chose. Cette nuit-là, je pris la décision la plus importante de mon existence. Retrouver Joséphine. Désormais, la seule chose qui comptait était de transmettre à ma fille mon amour et mon histoire. Félicité prend congé. À 53 ans, elle est libre, pour la première fois de sa vie. Elle veut donner à Joséphine un autre destin. Si sa fille adhère à ses rêves, elles ouvriront une mercerie. Ces années de servitude m'ont semblé bien longues et bien dures. Mais après un affreux cauchemar, le réveil est si agréable. Elle ignore alors que quelques mois plus tard, la France sera envahie par l'Allemagne nazie. Au lendemain de la guerre, les inégalités seront réduites et la domesticité de masse n'aura plus sa place. Les journaux des bonnes seront enfin publiés.
mangent du chien, ils mangent des tortues. Et tu parles bien français pour une asiatique? Les Asiatiques ont une petite bite. Tous ces mots, je les entends depuis mon enfance, parfois encore aujourd'hui. Le racisme, c'est pas forcément que verbal, c'est aussi des regards.